Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors ensemble, on va tenter d'analyser les différences entre les sociétés françaises et américaines. En France, on a beaucoup entendu cette phrase « George Floyd est une histoire américaine ». Ici, la situation des Noirs n'est pas comparable. Est-ce que cela vous semble pertinent de mener un combat antiraciste en France à partir d'un événement américain? Écoutez, si c'était un événement uniquement américain ou spécifiquement américain, les manifestations n'auraient pas eu l'ampleur qu'elles ont eue. La raison pour laquelle il y a eu ces manifestations-là, c'est que l'histoire de George Floyd est venue s'inscrire dans un contexte, dans d'autres contextes, et a trouvé très facilement à se traduire dans ces contextes-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut être attentif à ce qui est mis en avant. Il ne s'agit pas simplement de manifestations de solidarité, il s'agit de manifestations qui articulent également cette réalité que vivent des minorités visibles, comme on les appelle en France, en Europe de manière générale, qui est une réalité de racisme, malheureusement, de racisme systémique, comme cela a été dit, de ce côté-ci de l'Atlantique également. Mais est-ce que vous voyez une similarité entre le racisme tel qu'il se manifeste aux États-Unis et le racisme tel qu'il se manifeste en France? Vous venez de parler de racisme systémique, par exemple. Oui, mais de toute façon, c'est un truisme s'il s'agit de dire que les trajectoires des pays sont totalement différentes. Le racisme aux États-Unis, si on regarde la généalogie du racisme aux États-Unis, il y a l'esclavage ici dans les plantations en Amérique, alors que l'Europe, la France en particulier, n'accueillait pas les esclaves dans l'Hexagone même, mais les mettait dans les plantations ailleurs dans le Nouveau Monde. Il y a eu, à la suite de l'esclavage, toute la question du droit de vote, la question du droit civique, les lois Jim Crow, qui étaient des lois ségrégationnistes. Donc, évidemment, les trajectoires historiques ne sont pas les mêmes. L'histoire des États-Unis n'est pas l'histoire des pays européens, de la France en particulier. Mais cela étant, si nous nous en tenons à la situation aujourd'hui des minorités dites visibles dans les pays, le racisme systémique se nourrit de cette idée, de cette notion que ces gens-là ne sont pas véritablement des citoyens de plein droit. Ce sont des classes dangereuses, ce sont des gens qui sont à part dans les banlieues, etc. Donc c'est simplement quand le racisme fait système, lorsque le racisme est la distinction entre la cité policée et ces gens-là, qu'on peut établir des analogies. Donc une analogie, une comparaison, ce n'est pas raison, ce n'est pas confondre les histoires que de dire qu'il y a un problème auquel il faut faire face, qu'il faut nommer et auquel il faut faire face de l'autre côté de l'Atlantique comme de ce côté-ci de l'Atlantique. Monsieur Diane, l'idée même de racisme systémique est beaucoup débattue en France. Est-ce que vous revendiquez, est-ce que vous assumez le fait de dire qu'il existe bel et bien un racisme systémique en France? Mais vous savez, que signifie ce mot? C'est simplement que, au contraire, vous dédouanez, si vous voulez, des individus en particulier. Vous n'êtes pas en train de dire, par exemple, que les policiers sont racistes. C'est une phrase à la fois absurde et injuste. Mais si vous dites que l'idée même du mandat de la police comme étant de policier la cité contre une certaine catégorie de personnes, et si cette notion même d'un mandat qui consisterait à policier la cité contre une catégorie de personnes est ce qui peut expliquer les dérapages qui arrivent ici ou là, à ce moment-là, vous parlez d'un racisme du système. De la même manière, si vous dites que, par exemple, il est plus difficile d'accéder à un emploi lorsque vous avez un nom qui sonne d'une certaine manière, ou bien que vous êtes d'une certaine couleur, vous êtes en train simplement de dire qu'il y a une discrimination inscrite dans le système. Vous n'êtes pas en train d'accuser une catégorie particulière de population de racisme. Le glissement qui consisterait à dire « vous nous accusez d'être racistes », n'est pas en fait la démarche qu'il faut effectuer. Il s'agit simplement de regarder si l'idéal de la République, l'idéal d'égalité, est pleinement rempli, cet idéal est respecté lorsqu'il s'agit d'une certaine catégorie de population. Et si ce n'est pas le cas, dire qu'il y a un racisme en effet inscrit dans le fonctionnement du système et y porter correction.
Alors, vous avez été l'un des premiers à plaider pour la nécessité de décentrer l'universalisme. C'est un point qu'évoquait ici même hier soir la philosophe Nadia Yala Kissoukidi. Voici ce qu'elle disait à propos de la France, on l'écoute. Il n'y a pas de séparatisme, il n'y a pas de communautarisme, il y a deux manières de se rapporter à l'universel dans ce pays. Une manière qui considère qu'un particulier est un modèle universel. Ça, c'est la manière un petit peu conservatrice de se rapporter à l'idée de l'universalisme. Et une autre manière, plus simple, qui dit que le véritable universel implique la reconnaissance de tous les particuliers. Alors, vous êtes un des premiers penseurs africains à avoir émis une critique de l'universalisme tel qu'il a été défini en Europe. Selon vous, est-ce qu'il y a un universalisme colonial ? Alors justement, je trouve admirable que Yala Kissoukidi ait établi une distinction qui est absolument fondamentale. Il ne faut pas se dire que les penseurs postcoloniaux, comme on les appelle, bon, c'est une appellation comme une autre, seraient à l'assaut de l'universel. Il ne s'agit pas de combattre l'universel, au contraire, il s'agit de le faire advenir, de faire en sorte qu'il y ait un véritable universel. Alors l'universalisme comme manière, au fond, de dire circuler, il n'y a rien à voir. Nous sommes l'universel, ça c'est une posture qui est un non-sens philosophique. Ce que l'on appelle l'universalisme, c'est cette idée selon laquelle une culture serait naturellement l'incarnation d'un universel qu'il s'agit maintenant de projeter sur le reste du monde. Or, quand il s'agit de penser l'universel, ce que dit Yala Kissoukidi, c'est de dire qu'il faut au contraire aujourd'hui réaliser l'universel. Ne donnons pas l'impression que l'universel se déroule sans aucun problème et il y a un assaut des particularismes contre cet universel. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de se donner tous le même horizon d'universalité. Pour vous donner un exemple très précis, Nelson Mandela, se battant contre l'apartheid, ne s'est pas battu pour sa tribu contre la tribu afrikaner. En se battant pour les Noirs et la libération de l'apartheid, il s'est battu pour l'humain en général. Qu'est-ce que cet exemple nous dit? Simplement que l'universel existe lorsqu'il s'incarne dans une lutte particulière, dans un combat particulier, qui a dès lors une signification universelle. Quand les jeunes noirs américains déclarent « Black Lives Matter », les vies noires comptent, et que ce slogan est repris partout dans le monde, il ne s'agit pas de dire que, évidemment, les autres vies ne comptent pas. Il s'agit de dire que la vie humaine, en général, dans son universalité, n'a pas de prix. Monsieur Diane, est-ce que cette crainte d'un repli, d'une forme de repli identitaire liée à ces mouvements antiracistes, est-ce que ça ne tient pas aussi aux deux modèles d'intégration sur lesquels se sont construits la société française et la société américaine? Il ne faut pas exagérer l'abîme qui existerait entre ce que l'on dénonce comme le démon du communautarisme anglo-saxon d'un côté et l'universalisme de l'autre. Il n'est pas vrai qu'aux États-Unis, vous ayez des communautés qui ne communiquent pas entre elles, des communautés qui seraient quasiment juxtaposées les unes à côté des autres sans aucune communication. Cette image-là ne correspond pas à la réalité. De la même manière, malheureusement, l'idéal universaliste d'une société qui serait totalement aveugle aux couleurs, aux différentes couleurs des populations et qui voudrait simplement qu'il y ait avoir affaire à des citoyens, cet idéal-là reste encore à réaliser. Donc, n'opposons pas de manière simpliste les deux modèles d'intégration, mais disons-nous qu'il y a un idéal de comment vouloir de vie commune à réaliser et travaillons à réaliser cela en réalisant partout, de ce côté-ci de l'Atlantique comme de l'autre côté, l'idéal d'égalité que portent les différentes constitutions.